Salut Gabin. Salut Val. Merci de nous rejoindre sur ce magnifique canapé blanc dans le cadre de NFT Paris, l'un des plus gros événements, si ce n'est le plus gros événement parisien, français, peut-être même européen sur les NFT. 10 000 personnes sont attendues là sur 2 jours. Ça va être assez énorme dans le palais éphémère, le grand palais éphémère de Paris. Je suis très content que tu viennes, comme un certain nombre d'invités que j'affectionne particulièrement sur ce canapé dans le cadre de NFT Paris. Vous allez voir un paquet d'interviews, un paquet d'échanges, un paquet de reportages, que ce soit des équipes de Lilian ou d'autres personnes de chez nous. Et voilà, je suis très content que tu viennes t'installer ici pour échanger sur Blackpool, échanger sur les NFT. La dernière fois qu'on a fait un échange ensemble, je crois que tu es top 4 des meilleurs podcasts les plus écoutés de l'année 2022. Ah, la vache. On a fait 1 million d'écoutes et tu étais dans le top 4. C'est énorme. Grosse pression. Grosse pression. On va essayer de maintenir la barre assez haute. On l'avait enregistré à Lisbonne la dernière fois, déjà dans un event. Je crois qu'on est habitué aux events. Dans un bar dans la rue, exact, parce qu'il y avait trop de bruit à l'extérieur. Là, ça on est va. plus au calme. Là. On est plus au calme. Sur ton beau canapé. Je suis ravi d'être là. Magnifique. Petit côté Fogiel, comme je disais tout à l'heure. On va pouvoir avoir quelques confidences de Blackpool et des NFT. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, s'il te plaît, sur Blackpool, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter le premier épisode? Qu'est-ce que Blackpool, s'il te plaît? D'accord. Alors Blackpool, en fait, c'est part d'un grand tout, on va dire. Tu as le Stake Capital Group, qui est un écosystème un peu plus large. Avec Julien Bouteloup. Voilà, de Julien Bouteloup. Donc Julien Bouteloup est un des fondateurs de Blackpool, mais aussi voilà, de StakeDAO, Stake Capital, Rec News. Et du coup, Blackpool, c'est la partie management d'assets digitaux. Donc, on va investir dans principalement des NFT, un petit peu de tokens, même si ça reste marginal, et on va manager activement cette collection-là. Donc, sur les 2 dernières années, on a vu ça a consisté quand même pas mal à jouer à des jeux. Ouais. Voilà. Donc, on a des belles collections, notamment sur Sorare. Et là, plus récemment sur Immortal, le jeu d'échecs, je suis sûr que tu as eu un très très beau stand ici, on le mettra. Un très joli stand, ouais. On va filmer un petit passage, on vous mettra, il y a des jeux d'échecs. Si vous voulez nous voir jouer aux échecs, c'est tout à l'heure. Si vous voulez voir Gabin passer en échecs et maths, ça sera et pendant l'interview, avant la fin. Et je veux savoir ton hello avant d'y aller, je ne veux pas me faire éclater. Non. Donc ouais, par exemple, Immortal, ça c'est un bon cas d'école parce que c'est quelque chose qui a été... qui est vraiment parti de zéro depuis le lab. Enfin, je ne parle pas du projet, je parle de notre implication dans le projet. On n'est pas advisor chez Immortal. Par contre, on a très rapidement voulu jouer au jeu parce qu'on a repéré que c'était quelque chose qui nous convenait. Donc on s'est constitué une collection d'assets sur Immortal en faisant bien attention évidemment de scaler en même temps que le projet. Il n'était pas question d'arriver, d'éclater, arriver avec des grands sabots. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on est arrivé, on a construit notre position, donc c'est ce qu'on fait au sein du lab en fait. Je pense qu'on viendra sur le lab tout à l'heure, mais c'est la partie entre guillemets incubation de vertical. Donc je parle de vertical parce que Blackpool, Asset Management, donc on a nos collections, on va les mettre dans les mains des bons joueurs. Donc en l'occurrence, l'Immortal, des grands maîtres, des maîtres internationaux. Sur Sorare, les meilleurs joueurs de Sorare. Vous aviez Axie à une époque On a eu Axie, après on s'est vite rendu compte que le système n'était pas très sustainable. Ouais, vous l'aviez sorti, En fait, nous, pour scale, pour que notre activité fleurisse, on a largement diminué le nombre de joueurs. On avait une petite guilde de 1400 joueurs, là aujourd'hui on a 14 joueurs. Ouais, d'accord, voilà, effectivement. Divisé par 100 pour augmenter l'activité, quoi. Mais effectivement, qu'on comprenne bien, et tu me dis si je me trompe, mais effectivement je connais assez bien, on se connaît depuis un moment et ça fait un moment que je suis les activités de Blackpool parce que j'adore. Effectivement, c'est grosso modo, si je grossis le trait, un fonds d'investissement, c'est pas réglementairement parlant, c'est pas ça, mais pour que les gens comprennent un petit peu l'idée. Et en fait, vous gérez un bon nombre d'Ethers, et les Ethers que vous gérez sont justement placés dans des jeux avec des NFT. Et pour la plupart, on va justement voir ce que c'est le lab et comment vous choisissez les projets que vous sélectionnez dans Blackpool, parce que c'est très intéressant. C'est ça qui avait bien marché. C'est ça qui avait bien marché. Comment est-ce que les projets fonctionnent? Voilà, l'année dernière, effectivement, c'était l'un des sujets qui avait beaucoup plu. Mais en tout cas, effectivement, votre job, c'est de mettre des meilleurs joueurs dans les meilleurs jeux, qui vont générer un rendement, qui vont générer du yield et le redistribuer du coup aux gens qui participent au financement de Blackpool. À la communauté. Et à la communauté, évidemment, avec votre BPT, le token et tous les autres tokenomics qui sont autour de Blackpool. Donc c'est assez amusant. Vous gérez combien d'Ethers en ce moment là, sous gestion sur Blackpool? Oula, alors, on va regarder. On est pas mal sur USDC en ce moment. Donc oui, en Ether, je sais quoi, pas. Est-ce que vous gérez en gros Non, je sais pas, ça varie. De mémoire comme ça, je dirais entre 10-12 millions de dollars d'assets. Ouais. Voilà. Notamment Sorare, je crois que la collection fait bien 6-8 millions, mais après,
c'est très difficile d'estimer les valeurs sûr. planchers des types de ces collections-là à ce niveau-là, quoi. Pour donner un ordre de grandeur, Ouais. c'est quand même important Ouais. de gérer cette somme-là, surtout dans un aspect. Il y a plusieurs verticales, mais la verticale commune, c'est les NFT, donc c'est assez important. ça. Et donc là, pour Sora, encore une fois, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, il y a des joueurs qui composent les meilleures équipes, qui jouent les meilleurs plays, avec les meilleures cartes pour pouvoir gagner le plus de rewards et le redistribuer. C'est ça. Typiquement, quand on entend parler d'une carte Mbappé partie à 150 000 €, c'est probablement nous. Alors, j'y crois pas. Ça, c'est vous, ça? Et effectivement, c'est donc effectivement, J'ai ça vu fait partie des en cartes. Mbappé unique, on en a au moins une. Je me demande si on n'en a pas deux, une avec le PSG, une avec l'équipe de France. Mais voilà, Sora, une des deux licornes françaises qu'on connaît aussi très bien sur Cryptos. Un jeu de football fantasy, pas trop besoin de le présenter, mais si vous voulez en savoir plus, je le mets dans la description. Mais c'est un jeu très, très connu. Parlons un petit peu du lab. Tu es directeur du lab, c'est-à-dire que ton job, justement, c'est de piloter toute une équipe qui va essayer de choisir le meilleur projet qu'ensuite vous allez accompagner sur Blackpool. Alors, je vais te reposer la même question que l'année dernière. Qu'il y a un an. Donc beaucoup de la réponse devrait changer. J'espère que la réponse a changé parce que le marché a changé. C'est ça. Alors, comment tu choisis les projets que Blackpool va prendre sous son aile et va implémenter sur Blackpool Finance? Quels sont tes critères pour choisir la prochaine pépite des NFT? Version 2. Version. Si je me souviens bien, la dernière fois, j'avais dit faites attention au métavers, ne le sous-estimez pas la capacité Oui, parce qu'on parlait d'OVR à des l'époque. jeunes, des jeunes à accepter le casque et la réalité augmentée. Et ça s'est pas trop mal goupillé. Pas trop mal goupillé. Parce qu'à l'époque, c'était avant Meta. Hein. C'était avant Meta. Eh oui, c'était Meta avant avait que été Meta annoncé soit 2 Facebook. semaines après. Donc c'était, il avait l'info, je pense. Meta, bon, allez, on était à l'école ensemble. Évidemment. On est comme ça, nous. Non, du coup, comment on regarde les nouveaux projets? Bonne question, ça. Ne donne pas toute la On va pas donner toute. Mais si t'avais, on fait notre due diligence en interne. un ou deux trucs que tu regardes, c'est peut-être quoi? Une question, j'ai l'impression de revivre cette série de quoi. C'est la tokenomics, c'est les gens derrière le projet, ou c'est peut-être l'affinité. Quelles sont peut-être une question un peu différente? C'est ça. Parce qu'on a Quelles sont les chance. tendances du moment, quoi? Ouais, nous, on a la chance, en fait, notre position, c'est de pouvoir rencontrer la team qui a créé le jeu ou qui est en train de créer le jeu. Ça te dit quand même énormément de choses sur le jeu. Alors, j'ai pas envie de dire forcément l'honnêteté, mais en tout cas, il y a une force, en fait, qu'on peut arriver à avoir dans une équipe. Ils ont une réelle volonté de créer quelque chose. Quand ils nous poussent un concept, ils nous poussent une idée, qu'ils sont investis, mais qui ne vont pas tout de suite nous dire on a levé 10 millions, machin, on veut lever 15 millions, mais qui sont là pour... on ne sait pas pourquoi, mais on les veut. On va faire quelque chose, peut-être ça marchera, peut-être ça ne marche pas, mais on a cet objectif. Quand on a des projets, quand ils voient qu'ils refusent des investissements parce que ça les mettre en porte-à-faux par rapport à leur éthique à eux, bah, nous, c'est le genre de choses qui nous plaisent. Pas de red flag. Et une bonne roadmap, peut-être aussi, qui doit vous aider. Mais peut-être en fond de tâche, quelles sont les grandes tendances liées aux NFT aujourd'hui? Alors, il y avait les collectibles à un moment, il y a les utility tokens à un autre moment. On parlait de Axie, qui était l'un des gros jeux il y a 1 ou 2 ans où on ne sait pas trop ce que... C'était une expérience. Ouais, c'est ça, c'était une expérience. Ça avait bien marché, hein, mais bon, on a vu le token derrière, parce que la tokenomics était un peu particulière. La tokenomics, c'était particulièrement ponzi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une tendance de fond, justement, peut-être même dans le salon en global, d'utilité des NFT qu'on avait peut-être moins vu et qui commence à s'incarner aujourd'hui et que du coup vous regardez à Blackpool? Complètement, en fait, on commence à pas mal réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui, ça y est, ils ont franchi le cap dans les builders et puis même dans le public, de gens qui se disent ça y est, le NFT c'est pas une fin en soi, il faut qu'il y ait une utilité, il faut qu'il y ait quelque chose. Et j'irais même un petit peu plus loin, je dirais, il faut qu'il y ait une réelle utilité pour NFT. Si c'est quelque chose qui aurait pu être fait très très bien par quelque chose de tout à fait traditionnel et Web 2 et qui n'a pas nécessairement besoin pour le NFT, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre. Il faut quand même rappeler que c'est une technologie qui est là pour servir un besoin, il n'y a pas besoin de le créer ce besoin. Ouais. Donc il y a que tu me parlais des types de jeux, nous on est venu présenter 3 qu'on incube au lab, enfin qu'on accompagne au lab à différents niveaux. Les 3 sont liés au sport. Et les 3 sont liés quelque part, un peu comme Sora, au monde du fantasy sport. Parce que d'un point de vue logique du joueur, aujourd'hui, quand on veut mettre du NFT, qu'on veut mettre de la monétisation dans un jeu, c'est très compliqué. Ouais. Parce que monétisation dans un jeu, il ne faut pas tomber, comme Maxi, dans le piège, comme Maxi l'avait fait, de vouloir faire un jeu dont la seule... en tout cas, l'objectif, c'est le farming, quoi. Voilà. En tout cas, l'activité première, c'est de faire gagner de l'argent et que le joueur, si la raison pour laquelle il joue au jeu, c'est parce qu'il peut gagner de l'argent, on aura du mal à faire quelque chose de stable. Parce que la plupart des gens ne vont pas gagner de l'argent. Et quand on voit que déjà sur un jeu classique, déjà sur un jeu de base, je prends RPG,
le joueur va te dire qu'il n'est pas bien équilibré s'il ne gagne pas plus de 70% du temps. Maintenant, imagine si tu fais ça avec son argent et que quand il perd de l'argent. On passe à un peu plus de 70% de gens qui ne sont pas satisfaits. Donc on part quand même sur un postulat de départ qui rend très difficile la gamification puisqu'on engage les gens avec leur argent. Donc l'étape, en fait, j'ai pas envie de dire logique, mais une étape qui a été acceptée beaucoup plus rapidement et on l'a vu par rapport à l'évolution de Sorare par rapport à d'autres jeux, c'est que dans le monde du fantasy sport, les gens, dans le pari sportif, les gens sont déjà habitués quelque part à perdre de l'argent. Ça fait partie du fonctionnement, ça fait partie de la gamification et en connaissance de cause, les gens font partie du fun dans le pari sportif, ils s'engagent comme ça. Dans un RPG, personne aujourd'hui va accepter de jouer à un RPG où quand il met de l'argent, il va le perdre. Il n'est pas là pour financer le studio derrière ni les autres joueurs, quoi. Il faut qu'il y ait de la vraie capture de valeur crypto-monétaire derrière. Voilà, il faut qu'il y ait une capture de valeur, il faut qu'il y ait une réelle raison, il faut que ça simplifie quelque chose, il faut que ça améliore l'expérience utilisateur, en gros que ça améliore l'immersion du joueur. Ouais. Si c'est fait dans une façon où ça améliore l'immersion, le joueur va être beaucoup plus investi dans le jeu par ce petit piment, on va dire, de plus qui va être à la monétisation. Si on essaye de mettre ça, de grossir le trait, entre guillemets, et de dire, voilà, si tu viens, tu vas gagner de l'argent, en tout cas, tu as une grosse chance. S'il ne le gagne pas, l'argent, il sera mécontent. Et on ne peut pas avoir tout le monde qui gagne de l'argent. D'ailleurs, ça serait qu'une très petite partie toujours dans le jeu, sinon on fait quelque chose de beaucoup trop dynamique. Et alors justement, toi qui as un regard global depuis des années sur cette thématique-là, il y a eu, depuis qu'on s'est vu, un paquet d'innovations dans ce sens-là. On peut citer notamment une grosse marque très récemment qui est allée dans ce secteur-là, c'est PMU avec Stable. Oui. C'est très intéressant de voir des géants comme ça sauter le pas du Web 3 sans être forcément beaucoup passé par le Web 2. Je suis là-dessus avec Constantin Garot, ils sont très connus dans les bureaux de tabac, mais sur le Web, pas trop. Ça. Directement, ils sont allés sur le stable du Web 3. Donc ça, c'était pas le cas la dernière fois qu'on s'est vu. Un paquet d'autres marques comme ça sont en train de faire ces enjeux-là. Ouais. Il y a aussi à la française Crew 3 qui va chercher des quêtes pour créer un petit peu... d'échanges avec... Ouais, c'est super important, effectivement, c'est de créer du sens et de l'engagement. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est justement de ces jeux-là? On sait que les studios de jeux vidéo sont très intéressés par ce monde-là parce que aujourd'hui, c'est soit tu vends le jeu et tu vends des choses in-app, mais globalement, une fois que le jeu est vendu, tu l'as vendu 70 €, après, il n'y a plus de rentrée d'argent pour le studio, donc tout se joue au début. C'est pour ça qu'on met des DLC, Voilà, mais c'est assez faible en termes de rentrée d'argent, globalement. Ouais. C'est vraiment ta fan base la plus importante. Et il y avait vraiment le narratif avec le Web3, on va pouvoir avoir une capture de valeur du joueur et du studio tout le long de la vie du jeu vidéo, et surtout que le joueur, tu l'as dit, retrouve un petit peu aussi de propriété intellectuelle et d'argent potentiel. Ça, là, cette narrative, cette use case, est-ce qu'elle a vraiment avancé? Est-ce qu'elle est vraiment palpable aujourd'hui? Alors que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était vraiment une idée qui n'avait pas trop d'incarnation. C'était pas, oui, effectivement, la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai pas de mémoire de projet qui avait vraiment mis ça en avant. C'est bien que tu mentionnes Stables. C'est intéressant, on regarde un petit peu, alors il y a plusieurs, forcément, acteurs qui sont en train de se positionner. Mais on a encore parlé d'un projet, la course hippique, où les gens sont quand même déjà un peu habitués à avoir mis de l'argent et à le perdre. Et il y a quand même, tu vois, comme quoi on a quand même encore ce réflexe de retourner à ce qui fait plus sens. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'un game designer, qui soit un game designer d'un pari sportif gamifié ou d'un AAA, le game designer, il va utiliser des outils qu'il connaît, avec lesquels il est confortable, pour créer une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, un jeu, en fait, qui a été pensé par un ou quelques game designers et qui a été mis en pratique par toute une équipe. Mais ces game designers-là, on leur a donné un nouvel outil qui a des codes radicalement différents de ceux auxquels il était habitué. Et on lui dit maintenant fais un jeu. Voilà. Et en fait, il y a un manque d'homogénéité. Mets de la crypto dedans. Voilà, mets de la crypto dedans. En fait, fais un jeu, mais il faut qu'il y ait plus d'argent. Alors que c'est le problème actuel des jeux, c'est qu'ils n'en font pas assez. Mais là, voilà, là t'as pas de la crypto. Là, t'as pas de moteur de jeu. Donc si tu refais un truc, t'as une Real Engine 5, mais tous les jeux vont ressembler un peu à la même chose. Ça va être compliqué. Comment tu mets la blockchain dedans? Il y a plein de nouveaux problèmes. Et surtout... Mais mets de la crypto quand même. Mais mets de la crypto quand même. Si tu peux, mets-en deux. Elles sont sérieux. Mais Axie a fait ça. C'est pas qu'une blague. Hein. Ah bon, il n'y a pas qu'Axie. On en voit encore qui... T'en mettre deux, c'est vrai. Après, peut-être il y a... C'est une dualité à chercher, peut-être. Il y a... Franchement, si c'est bien pensé, pourquoi pas, mais risque. Autant de tokens, c'est autant de market cap, c'est autant de valorisation, c'est autant de déception, ça c'est cool. Ouais, mais si le truc il vaut 5 centimes, il va peut-être monter à 1 €.
Ça dépend combien t'en émets. Ah, c'est le fond du problème. Le market cap Unlimited. full delete. Ah, c'est ça. Comme ça, tu peux pas calculer le la 8 full à l'envers, là, diluted. c'est pas bon quand il y a le 8 dans Ah, le c'est sens. pas terrible. Ah, merde. Je pensais Ah, que ça c'était- dépend. Bon, vrai, on va pas rentrer Non, dans mais les c'est- détails non, de mais c'est vrai, tokenomics, on rigole, mais c'est effectivement toute la problématique de la capture, encore une fois, de valeur. De Mais valeur, en tout cas, exactement. effectivement, il n'y a pas toute l'infrastructure derrière pour la création, en fait. Voilà. Et là, genre, justement, je parlais des game designers, c'est par rapport à cette notion d'homogénéité dans le jeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de game designers qui sont confiants dans l'utilisation de la blockchain, et c'est tout à fait normal, c'est super naissant comme utilisation dans le jeu vidéo. Donc aujourd'hui, arriver à faire quelque chose d'homogène, c'est-à-dire lier cette partie blockchain avec non seulement la monétisation du jeu, mais aussi le game design de manière générale, les loops, le lore même. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeu qui a intégré ta signature MetaMask dans le jeu. Ah ouais? En fait, dans le sens où la signature serait, je sais pas moi, une commande dans ton tableau de bord ou sur Ah ta oui, oui, montre. d'accord. Ok, ouais. Tu vois, enfin, il y a plein de choses comme ça qui n'ont pas forcément encore été mis en place, mais aujourd'hui, il faut améliorer l'expérience utilisateur, il faut améliorer l'immersion du joueur, il faut enlever toutes les barrières possibles, parce que s'il va falloir qu'on ait un MetaMask à chaque fois qu'on joue à un RPG, ça va être compliqué. Donc il faut complètement streamliner. Ah merde, je me suis fait avoir la dernière fois, j'ai utilisé trop de mots anglais. J'arrête les mots anglais. Et ça a été critiqué. Ça a été critiqué. Je vais dire les mots en français. Alors, Il a quoi, fallu l'équivalent? affiner, il Tu faut voulais dire quoi? enlever toutes les. On va faire sauter les les verrous. barrières. Voilà, faire sauter les verrous ça, d'acquisition de joueurs. Ouais, ouais. Et du coup, où je voulais en venir avec ça, oui, voilà. Le game designer aujourd'hui, il doit s'adapter avec un outil qu'il connaît mal et qui en plus a des grosses conséquences sur la durabilité du jeu. Ok. On voit ce que ça peut donner quand on fait mal les choses et qu'on fait un Ponzi. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, par exemple, à Blackpool, c'est qu'on va essayer d'homogénéiser ça parce qu'on a une bonne vue d'ensemble globale de ce qui se passe dans le milieu du NFT, de la blockchain de manière générale. Donc on va pouvoir orienter vers une solution adaptée. Toutes les blockchains ne se valent pas par rapport à ce que tu veux en faire. C'est laquelle là, qui est la plus utilisée pour le gaming un peu intensif en ce moment? Après, tout dépend de quelle gamification, mais on va quand même parler de Layer 2 sur Ethereum. Les jeux français, des fois, vont être un peu attirés par Tezos. Ouais. On a vu certains projets partir sur Avax parce qu'il y a des grands, des fois un peu intéressants. Je crois notamment avec Avalanche. Ouais, Je ok. ne m'avance pas, mais il me semble qu'ils avaient. Polygon, forcément, enfin tout ce qui est Layer 2, on l'a vu avec Starkware, Polygon. Et les ZKP, justement, c'est quelque chose Ouais. qui peut beaucoup Ouais, changer là dans le bah, milieu du gaming pour pas trop surcharger les. Tout ce qui Les inputs, ouais. tout ce qui peut simplifier l'expérience utilisateur, enlever des frais de gaz et puis rajouter de la, je vais pas dire de l'anonymité, mais rajouter on va dire de l'infrastructure qui est complètement séparée du jeu, dont le joueur n'en a absolument rien à faire. Plus on rajoute d'éléments qui vont simplifier l'accès et le lien direct entre le joueur et le jeu vidéo, mieux ce sera. Ouais. Voilà. Et ça, il faut, pour le faire et pour l'inclure dans un jeu, il faut le faire quand même avec une certaine connaissance, non seulement de la technologie actuelle, mais de ce qui va arriver, de l'interopérabilité plus tard, de l'évolution des blockchains, de comment on va, de où est-ce qu'on sera dans 2 ans. Développer un jeu, ça prend du temps. Bien sûr. Et donc il faut anticiper ça. Et on ne peut pas demander aujourd'hui à un game designer d'anticiper ça et de l'inclure dans son concept et dans son jeu. Donc il faut qu'il soit accompagné. Et certains votre game rôle en studios partie, vont le faire en interne, certains vont faire appel à des projets comme le nôtre pour les accompagner. Et c'est ma dernière question, il y en aura 2 en vérité. Je vais te les poser C'est 3 fois que c'est directement. la Et dernière là, il va question. falloir répondre en 1 minute. C'est Oula. tout le challenge. Je te demanderai, je te la pose la plus dure tout de suite, comme ça tu pourras avoir ton cerveau d'un côté qui réfléchira déjà à la réponse. Un jeu que tu vas regarder en 2023, que nos lecteurs pourraient être attentifs. C'est pas forcément un truc qui va cartonner, hein, mais c'est un truc qui t'attire un petit peu perso. Mais j'ai le droit de dire les jeux qu'on advise. Tu peux, Ça fait mais il peu, faudra un peu prêche un d'honnêteté peu. intellectuelle, c'est tout. Ouais, un peu d'honnêteté. C'est Mais pas tu- mon fort. Mais tu peux, parce que justement, ça sera une force supplémentaire. Et sinon, donc on parle aussi de gaming on-chain. Quel regard tu portes aussi sur tous les jeux qui veulent être 100% on-chain et qui imaginent peut-être le futur du jeu vidéo, non pas avec une capture de valeur sur les tokens, mais avec des frais prélevés dans des layers où chaque joueur peut apporter une base supplémentaire qui sera un layer au-dessus, peut-être sur des ZKP Ouais, un notamment. genre de DeFi avec une interface c'est graphique ça. intéressante. en Mais fait. de dire exit en fait les tokens, ça va se baser sur les différentes Moi, je suis assez couches. pour ça. Ouais, t'es assez dans ce Je suis style-là. assez pour l'exit token, si tu veux, parce que... Une minute. J'ai 1 minute. Mince. Où est-ce que c'était quoi la dernière question? Ça sera un jeu que tu regardes particulièrement avec Ah. un peu d'honnêteté intellectuelle. Un peu de Mais télétravail. Ce Ok, sera ça plus marche. rapide. Ça. Non, en vrai, honnêteté intellectuelle, en général, les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime bien dire ce que je pense. Ouais, Je tout à ne me fait. fais pas forcément que des copains pour ça d'ailleurs, mais bon, ça se fait qu'un son Tu truc. regarderas bien la caméra. au Je moins. regarde avec. Ouais, ils se reconnaîtront.
Non, je pense notamment, là il y a un jeu qui s'est lancé, qui est encore en bêta. Alors on les accompagne, mais on vient tout juste, donc on arrive vraiment assez tard, on les aide un petit peu vraiment. Là, on n'est pas très très impliqué, donc je prêche pas trop ma paroisse, ça va. Avec MetaFight, qui est très sympa. En fait, ils sont partis d'un postulat de départ quand même, c'est que les fighters, donc les combattants de MMA, ils sont pas souvent tous très bien rémunérés. Tout à fait. Genre même pas terrible. Donc ils ont un gros système de revenue sharing avec tous leurs combattants. Ils ont signé des grosses stars aussi. Et en fait, ils sont en train de faire un jeu qui est quand même assez intéressant et dont en fait l'objectif à terme en fait est aussi de supporter ces combattants-là. Donc je trouve leur approche c'est des cartes assez un petit sympa. peu aussi, hein. On est sur encore un système de cartes. Alors on n'est pas sur un soir, c'est pas du fantasy parce que tu peux pas te permettre de faire du fantasy quand tu as 2 combats par an. Ça serait un petit peu difficile. Donc ils ont fait tout un système assez sympa avec des statistiques, des améliorations. Donc c'est un jeu qui est assez prenant si on est fan de combat. Donc c'est quelque chose que je vais regarder. Je suis pas forcément un grand fan de MMA. Ils ont leur stand effectivement à vos côtés là-bas. Voilà, du coup donc ça c'est quelque chose que j'attends. Après forcément il y a FanLive. J'aime bien Stables, tu vois. On parlait de Stables. Le PMU, on se rapproche un petit peu, on regarde. Voilà, c'est les projets qui nous paraissent intéressants parce qu'il y a une réelle volonté. Il y a déjà la communauté en vérité. C'est une communauté qui est différente, mais qu'il faut convaincre. Mais la marque est déjà très forte. Et mais il y a surtout une utilité concrète à la blockchain là-dessus, parce que c'est vrai qu'ils ont raté, entre guillemets raté. Ils n'ont pas forcément beaucoup pris le pas du digital. Tout à fait. Donc ils ont tout intérêt à ne pas rater celui du Web3. Et je pense que vu la... Ils sont bien entourés pour le faire. Voilà, je pense qu'ils sont bien entourés pour le faire. On verra, peut-être qu'ils seront encore mieux entourés bientôt. On sera attentifs. Merci beaucoup, Gabin. À très vite. Val. Salut.